chef du Pentagone a donné une information hier. Il était dans un avion avec des journalistes. Et voici ce qu'il a dit au sujet de ce dont dispose l'armée russe. Ils ont des problèmes logistiques depuis le tout début de l'invasion, dit-il. Ils souffrent d'une pénurie significative de missiles d'artillerie. Voilà ce que dit Lloyd Austin. Alors, comme une réponse, regardez cette image que l'on a reçue de l'ancien président Medvedev, que décidément on voit beaucoup dans cette guerre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé visiter une usine, comme pour répondre que merci Monsieur Austin, on a tout ce qu'il faut. En tout cas, ça fait dire aux renseignements américains cette fois-ci que manifestement on craint le recours aux armes chimiques. Voilà ce qu'ils disent précisément. Alors c'est un papier qui a été publié, enfin c'est des informations de presse citées administration américaine, parce qu'évidemment dans ces cas-là on témoigne de façon anonyme. Vladimir Poutine, dit-on dans l'administration américaine, pourrait utiliser des armes chimiques en Ukraine avant de recourir à une confrontation nucléaire avec l'OTAN si ses troupes continuent de perdre des territoires occupés. Bernard Lecomte, ça veut dire que c'est une mise en garde avant, il reste en gros un échelon avant le nucléaire. À quoi ça sert de dire ça ? Vous savez, moi je suis très sceptique là-dessus, ouais. Parce que depuis le premier jour de l'invasion, le 24 février, on passe un temps inouï à se demander si Poutine va utiliser le nucléaire ou pas. Bon, jusque-là, il avait pas mal de raisons de l'utiliser, il ne l'a pas fait. Bon, est-ce que c'est vraiment utile d'imaginer des scénarios comme quoi il peut utiliser ou pas le nucléaire, tactique ou pas tactique? Si vous posez la question aux Ukrainiens, vous verrez que c'est pas leur problème en ce moment. Le problème des Ukrainiens en ce moment, c'est l'affaire, en effet, des missiles. Est-ce que les missiles vont continuer à leur tomber dessus pendant des mois et des mois, jusqu'à la fin de l'hiver et jusqu'à pratiquement asphyxier, paralyser toute cette population de 44 millions d'habitants qui sont, rappelons-le, comme vous et moi. C'est-à-dire que quand on bombarde un hôpital, une école, un hospice, c'est quand même pas terrible. Donc c'est plutôt là qu'il faut regarder. Encore une fois, l'hypothèse nucléaire, elle existe. Et l'hypothèse chimique, parce que c'est ça la question que pose le renseignement américain en disant, et ça serait pas une nouveauté pour les Russes, hein, ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas. Et puis on sait qu'il y a déjà des petites bombes au phosphore qu'on a vues déjà tomber sur certaines villes. Mais là encore... C'est le cas de mémoire, Mariupol et Kharkiv. Absolument. Mais là encore, si vous voulez, spéculer sur l'emploi de ces bombes dans l'avenir, oui, posons l'hypothèse, imaginons des scénarios, il y a des professionnels pour ça, mais je crois que ce n'est pas le sujet immédiat. Et dans ce cas-là, Arlette, and so what, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, ok, donc les Russes utilisent l'arme chimique, et donc, est-ce que ça induit une réponse de l'OTAN, des Occidentaux, militaires? Quand j'entends arme chimique, ça me rappelle quelque chose, c'est la ligne rouge d'Obama. Donc, effectivement, et effectivement, Vladimir Poutine a en tête que cette ligne rouge, l'avait oubliée. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans cette histoire de Syrie, c'est de rappeler que, au fond, quand Obama pose cette ligne rouge, si j'ose dire, évidemment, il y a de nouvelles attaques chimiques de la part du régime syrien contre sa population. Que se passe-t-il ? Tout ça se termine par un accord entre Russes et Américains. Et la Russie dit il faut effectivement qu'on récupère ces armes chimiques, et c'est lui qui, guillemets, sauve ou trouve une situation. Je trouve que c'est toujours des retournements de situation qui sont intéressants. Mais en tout cas, ce que, évidemment, Vladimir Poutine a retenu, c'est la lâcheté, ou en tout cas la peur ou la faiblesse des Occidentaux. C'est un des derniers exemples, pour ne pas dire le dernier meilleur exemple, au fond, du recul occidental. On se souvient que côté français, François Hollande, lui, était prêt effectivement à frapper la Syrie parce que des armes chimiques. C'était ça, les armes chimiques avaient été à nouveau utilisées. Alors, et au bout du compte, on s'en sort à l'époque, guillemets, grâce à la Russie. Oui, c'est ça. Alors justement, au sujet des armes chimiques, je voudrais que vous écoutiez cet expert qui était invité du 12-15 tout à l'heure avec Anne Seften et Christophe Moulin. Je vous pose la question, Volodymyr, après, puisqu'évidemment, vous êtes les premiers concernés. Il y a évidemment ces soupçons qu'elle a conservé ou qu'elle a continué à produire des nouvelles catégories d'armes qu'on appelle les Novichok, dont certaines ont été utilisées pour des assassinats ciblés contre Navalny, par exemple. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ait des capacités et l'intention de les utiliser dans un conflit armé sur une large échelle, parce que de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt militaire et ça ne servirait qu'à évidemment terroriser la population, causer des pertes civiles. C'est exactement ce qu'il veut.
Terroriser la population et causer des pertes civiles, manifestement. Oui, effectivement, mais ce qui nous a montré et nous a enseigné l'accident malheureux de Pchevodov, que la Russie veut éviter à tout prix l'intervention de l'OTAN. Il ne veut pas entrer en conflit de l'OTAN. Donc il y a des lignes rouges que Poutine ne veut pas dépasser. Les Russes ont été prévenus par les Américains que dans le cas d'utilisation des armes nucléaires, il y a une riposte ferme des États-Unis. Ensuite, effectivement, on peut poser la question sur les armes chimiques, mais aussi on peut se poser la question, comme hier, Jean-Michel Apathy a justement remarqué qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, il ne peut pas rester, la France et l'Occident ne peuvent pas rester dans cet état, dans ce statut du non co-belligérant. Et donc il faut agir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est facile de dire qu'il y a les crimes de guerre et il ne peut pas rester impuni, mais après il faut envisager qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, et donc, c'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on peut dire, les Russes ont compris qu'on ne peut pas intervenir, il ne faut pas utiliser des armes nucléaires, mais par contre, pour laisser les Ukrainiens sans électricité, sans eau, sans chauffage, bombarder les hôpitaux, violer, torturer et tuer, ça pose pas de problème. Mais le problème de cette approche, que finalement, recueillir, ce sera beaucoup plus onéreux pour tout le monde d'accueillir encore une vague des Ukrainiens ou donner de l'argent pour reconstruire le pays. Et donc il faut envisager, il y a intervention humanitaire, on peut dire, c'est-à-dire, le ministre de la Défense polonais hier, il a dit, Blaszczak, qu'il faut installer Patriot, le système de défense antiaérienne, à la frontière polono-ukrainienne pour défendre l'Ukraine. Mais je pense que peut-être il faut pas dire, il faut faire. C'est-à-dire, je pense que Poutine ne va pas bouger. Si on donne aux Ukrainiennes toutes les armes de système anti-défense antiaérienne, et même si sans dire, les Français, les Polonais, les Allemands vont venir avec leur système d'antidéfense et ils ne vont pas bouger, ils ne vont pas réagir. Ce que vous voulez dire, c'est c'est trop facile de donner une ligne rouge sur le nucléaire ou sur les armes chimiques et de ne pas la donner sur les viols, sur affamer la population. C'est-à-dire que Poutine ne comprend que le rapport de force. Ouais. Donc si l'Occident intervient, il ne bougera pas. C'est-à-dire s'il a déjà dépassé toutes les lignes rouges, dans le cas, disons, une version humanitaire, si les Français, les Allemands vont installer ces systèmes patriotes qui vont protéger, qui vont abattre les missiles russes, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va rien dire. Donc, ouais. En l'état actuel du conflit, ni l'arme nucléaire ni les armes chimiques ont un intérêt militaire quelconque. Ouais. Non, il n'y a pas d'intérêt militaire, mais il y a intérêt de terroriser la population. Bon, moi, je pense que ça s'adresse plus à nos peurs, ancestrales, enfin nos peurs intérieures, si je puis dire, du nucléaire. Chaque fois qu'on dit nucléaire, chimique, bon, l'emploi de l'arme chimique est extrêmement compliqué parce qu'il y a des conditions très précises pour l'utiliser et son effet est extrêmement limité sur le terrain. Donc l'intérêt n'est pas là. Le fait que les Américains, à mon avis, et c'est récurrent, parce que tous les 2-3 mois, on va entendre effectivement que le risque est que Poutine utilise telle arme ou telle arme. En fait, le problème des Ukrainiens aujourd'hui, ce sont les missiles qui tombent sur les infrastructures, comme vous l'avez très bien dit. C'est ça, le problème. Or, si on veut qu'il y ait moins de missiles qui tombent sur les infrastructures, il faut donner des missiles capables d'abattre ces bombes volantes du type V1 lorsqu'il s'agit de bombes tout à fait du type de type iranienne ou des bombes beaucoup plus sophistiquées. Bon, on a probablement les moyens techniques de le faire. Ce qu'on n'a pas, c'est la masse. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de déshabiller nos armées occidentales pour pouvoir armer l'armée ukrainienne. Alors, il y a un moment, il va falloir se décider. Soit, effectivement, on dit il y a un effort extrêmement important que l'on doit faire pour que les Ukrainiens se défendent sur cette attaque. Vous voyez bien, on voit bien une fois par semaine, c'est assez systématique. Bon, soit on continue à donner un peu, pas toujours dans l'ordre, et on ne sera pas très efficace. À quel moment allez-y. Et on a aussi un problème de ressources en Occident, parce qu'on parle effectivement de la ressource en obus de l'armée russe et en ressources en missiles, mais de notre côté, on a aussi ce problème-là. Voilà.
Mais à quel moment décide-t-on, Bernard Lecomte, qu'on passe, si je fais un raccourci, à l'étape supérieure? Il faut un prétexte pour ça, peut-être. Alors, Volodymyr Zelensky, il a peut-être pensé que l'obus qui était tombé sur la Pologne aurait pu en être un. Mais qu'est-ce qui ferait qu'à un moment, les Occidentaux se diraient, bon, allez, cette fois-ci, on y va? Je veux dire, ça paraît improbable, quand même. Il n'y a pas de réponse. La seule réponse, elle est dans la tête de Poutine et de son entourage proche. On va avoir, hélas, probablement tout cet hiver, à gérer cette espèce de contradiction terrible entre la non-assistance à population en danger et la dissuasion nucléaire. Dès lors que l'un des belligérants a la bombe nucléaire, ça change tout et ça gèle cette espèce d'équilibre insupportable. Mais encore une fois, on ne peut pas tomber dans un excès ou dans l'autre. On va être obligé de gérer ça. Alors, il y a quelque chose qu'on peut aborder aussi, puisque vous disiez on n'est pas dans l'entourage de Vladimir Poutine ou dans la tête de Vladimir Poutine. Des infos, alors, il perd du terrain ou en tout cas, il n'en gagne pas. Ça, on a bien vu d'un point de vue militaire, c'est compliqué pour l'armée russe. Alors, les services secrets ukrainiens, là en l'occurrence, à prendre avec les précautions dont c'est nécessaire. Il nous donne quelques infos au sujet de l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Vous avez regardé, vous avez compilé tout ça, Nevin Potros. Effectivement, des indiscrétions qui ont été recueillies par nos confrères américains du Times et qui ont pu s'entretenir avec cet homme. Il s'appelle Oleksiy Arestovitch. C'est tout simplement le chef du cabinet de Zelensky, en tout cas un conseiller du chef de cabinet de Zelensky. C'est donc un très proche du président ukrainien et selon lui, ces dernières semaines ont marqué un tournant dans la guerre et notamment dans l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Selon lui, le président russe craindrait tout simplement pour sa vie. La libération de Kherson, dit-il, a été un coup psychologique pour le président Poutine qui le fait craindre pour sa vie. Il ajoute toujours dans cette même interview, il se bat pour sa vie maintenant. S'il perd la guerre, du moins dans l'esprit des Russes, c'est la fin en tant que personnalité politique et peut-être au sens physique. Autrement dit, Vladimir Poutine redouterait une attaque physique qui le viserait directement. C'est peut-être pour cela qu'il s'est fait extrêmement discret ces dernières semaines. Très peu de sorties hors du Kremlin, à l'exception de la journée d'hier et d'aujourd'hui. Et au-delà de cette attaque physique qui le ciblerait, le président russe s'inquiéterait également de ce que pense l'opinion publique russe le concernant, puisqu'il dit ceci: Poutine a très peur parce qu'il n'y a pas de pardon en Russie pour les tsars qui perdent la guerre. Pas d'indulgence donc de la part du peuple russe, pas d'indulgence non plus de la part des très proches de Vladimir Poutine qui, après l'invasion ukrainienne dans la ville de Kherson, après la reprise de la ville, très peu de personnes dans son entourage pensent qu'une victoire est possible. Les personnes très fidèles à Poutine commencent à douter qu'il puisse gagner cette guerre. Voilà donc pour ces déclarations. C'est peut-être pour cela que Vladimir Poutine multiplierait depuis plusieurs jours les attaques contre les infrastructures électriques en Ukraine. Une manière pour le chef du Kremlin de garder le contrôle de cette guerre qui vraisemblablement lui échappe depuis la reprise de Kherson. Merci Nivine. Alors, lui échappe, oui. Est-ce que comment réagit la population russe quand on lui pose la question? Est-ce que c'est Poutine qui est responsable ou l'armée, puisqu'on voit que Vladimir Poutine parfois se détache un peu de tout cela pour laisser le job, si j'ose dire, à ses généraux? Je voudrais que vous écoutiez ces quelques Russes. Alors, ils sont interrogés dans la rue. C'est publié sur un compte Twitter que nous avons authentifié. Voilà ce qu'ils disent, ces Russes. Ça n'a évidemment pas valeur de sondage. Dieu sait que c'est compliqué de faire un sondage en Russie. Mais enfin, voilà quelques réactions au sujet de Vladimir Poutine. Les autorités doivent-elles poursuivre ou arrêter l'opération spéciale en Ukraine? Il est temps de les bombarder si massivement qu'ils meurent tous. Et que nos garçons rentrent chez eux. Nous avons besoin de mesures radicales, sinon ils ne se calmeront pas. Nous ne pouvons pas tolérer une telle trahison. L'Ukraine nous a tous trahis, nous les Russes. Trahis, vous comprenez, de la manière la plus sale, la plus dégoûtante. L'Ukraine a trahi les Russes. Faire comme nos ancêtres, enfoncer un pieu en bois dans Kiev. Nous sommes la Russie, la grande Russie. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Comment pourrait-on ne pas vaincre un petit pays comme l'Ukraine? C'est impossible. Il y a quand même des références historiques, Arlette Chabot, la Grande Russie, l'URSS. On voit que les personnes, à part ce dernier jeune homme à la fin, sont des personnes d'un certain âge, etc., qui sont nostalgiques des temps anciens, quoi, si j'ose dire. Entre l'Empire, l'Union soviétique, voilà, la période impériale, on voit bien. Et ce qu'il dit, ça prouve à quel point quand même la propagande a quand même un impact sur la population. C'est d'ailleurs ce que nous dit Aniva lorsqu'elle nous raconte ce qu'elle entend et ce qu'elle voit et ce que disent les gens avec lesquels elle discute. Il ne faut pas prendre nos désirs pour des réalités, c'est-à-dire comment la Grande Russie pourrait ne pas vaincre un aussi petit pays. On a été trahi par l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un impact. Alors on dit bien sûr... opinion publique, Vox Populi, eux, ils vont pas montrer des gens qui disent je m'interroge sur... bon. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas comprendre. Et évidemment, il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie de l'Union soviétique. Et justement, c'est Vladimir Poutine qui a sorti la Russie de l'humiliation liée à la chute de l'Union soviétique. Et ça, les Russes lui en sont reconnaissants. Ouais, et aujourd'hui, ceux qui trahissent, ce sont encore une fois les Ukrainiens. Donc ça se comprend. Et ça veut dire qu'il y a quand même une opinion qui peut s'interroger, je pense, sur, évidemment, le mauvais équipement des soldats, qui n'aime pas la conscription, qui ne veut pas que le frère, le mari, le fils partent à la guerre. Mais personne ne conteste, d'ailleurs on le voit dans des contestations de maires, ne disent halte à la guerre. C'est ça, ce sont les opposants. Et les opposants, ils disparaissent et on ne les entend pas et on ne les voit pas. Donc ce qui interroge, c'est l'impuissance, entre guillemets, d'une puissance. Voilà ce qu'on entend. C'est pour ça que l'opposition d'ultra-droite, elle est assez forte d'ailleurs en Russie et qu'elle pose un problème. Ce qui nous ramène, c'est ça que craint Vladimir Poutine, évidemment. Il y a aussi des analogies historiques à faire. On va le faire avec Magali dans une seconde. D'abord, Volodymyr, allez-y. Juste que ça montre que la majorité des Russes, c'est clair, ils soutiennent Poutine. Il n'y a personne qui dise que, écoutez, bombarder quand même installation critique, c'est quand même pas gentil, c'est anti-moral. Donc si vous dites qu'on fait partie du même peuple, donc non, ils ne contestent pas cela. Et donc, quelles leçons on peut tirer nous? Que la seule possibilité pour que ce régime s'effondre, c'est la défaite militaire. Comme dans le cas de l'Allemagne nazie, c'est la défaite militaire qui peut seulement provoquer le changement du régime. Après, on peut poser la question dans quel sens? Est-ce que dans le sens ultra-droite, ou moi je pense plutôt au contraire, que tous les oligarques qui ont perdu beaucoup d'argent, quand même la société civile, quand même plutôt ils vont pousser celui qui va remplacer Poutine, il va essayer de mettre tout sur le dos de Poutine et essayer de normaliser les relations avec l'Occident. C'est ce qu'espèrent les États-Unis. Oui, et juste pour vous avez posé une très bonne question sur comment justifier l'intervention. Il y a deux raisons. Donc on peut dire pour une raison humanitaire, parce que pour sauver les Ukrainiens, ils vivent. Et après, d'autres questions. Si on reconnaît que la Russie c'est un État terroriste, donc qu'est-ce qu'on négocie pas avec les terroristes? Il y avait les États-Unis qui sont en 2001. Je vous rappelle, ils ont proclamé la guerre contre le terrorisme. Avec Taliban. Donc, si la Russie est État terroriste, donc on peut aussi intervenir. Après, on peut débattre sur le fait sur le terme d'État terroriste, oui ou pas. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais ceci dit, c'est un débat qui est intéressant. Il y a une forte différence générationnelle de toute façon. Hein. Là, c'est un radio-trottoir qui s'adresse à des gens qui ont connu l'Union soviétique. Mais si vous interrogez des jeunes, si vous interrogiez des jeunes, ce serait extrêmement différent. Il se trouve que je suis allé en Russie, en Russie en 2019. J'ai essayé de parler avec des jeunes, ils n'ont pas du tout, ils sont très occidentalisés, ils ont véritablement un regard qui se tourne vers l'Occident. Ils veulent vivre comme nous dans les grandes villes. Ils ont beaucoup quitté le pays, ces jeunes-là. Dès que vous changez d'âge et que vous arrivez à la cinquantaine, soixantaine, c'est-à-dire des gens qui ont eu une jeunesse sous l'Union soviétique, là vous avez un autre. Alors, je disais tout à l'heure, il y a des analogies historiques à faire, et c'est pour ça que vous êtes là, Magali. Il y a un certain nombre d'intellectuels qui sont penchés quand même sur la façon qu'a Poutine de mener cette guerre, plus que sur son tempérament, sur la façon qu'il a de la mener. Et c'est assez frappant parce que il y a pas mal de ressemblances en fait avec un homme qu'il a d'ailleurs lui-même contribué en partie à réhabiliter. C'est le dernier tsar de toutes les Russies, Nicolas II. Effectivement.